Rencontre internationale du documentaire de Montréal. Je m'appelle Bruno, je suis le directeur de la programmation. Très content de vous voir aujourd'hui, si nombreux pour l'une des discussions qu'on a eues pendant le festival. Et celle-ci va porter sur les liens entre animation et documentaire. Donc c'est intitulé Le réel animé décortiqué pour faire une référence à la rétrospective de documentaire d'animation qu'on a fait cette année. C'est une rétrospective qui a été coprogrammée par les RIDM et les sommets de l'animation. Donc, je tiens à remercier Marcel Jean et Marco Deblois d'avoir travaillé avec moi là-dessus. Et dans le cadre de cette rétrospective, on voulait en profiter pour faire cette table ronde. Et on s'est dit que ce serait très utile de pouvoir avoir quelqu'un qui s'y connaissait bien en animation. Donc, Julie Roy, productrice animation à l'ONF, va modérer la discussion. À sa gauche, vous avez Pierre Hébert, cinéaste prolifique, Théodore Huchef, cinéaste ultra prolifique, et Penny Lane, réalisatrice de Nuts, un peu moins prolifique, mais néanmoins hyper intéressante pour le fonctionnement au niveau de la langue avant de démarrer. Donc la discussion se déroulera en français. Penny Lane ne parle qu'anglais. Moi, pendant toute la discussion, je vais faire de la traduction simultanée dans son oreille, mais je voudrais savoir, quand elle parle en anglais, si vous avez besoin de traduction française. Le cas échéant, je pourrais m'en charger. Ou ça va? Ok, donc on m'a dit de dire bonjour aux gens en ligne, parce qu'apparemment on est sur cette chose qui s'appelle Facebook Live, qui est en train de nous enregistrer. Je laisse maintenant la parole à Julie Roy. Merci Bruno. Bonjour à tous. Bon après-midi. Merci d'être en si grand nombre. C'est dire que le sujet est digne d'intérêt. Alors, je vais aller un peu plus loin que prolifique, Bruno, si tu veux bien, pour faire la présentation de nos invités aujourd'hui. Donc, Pierre Hébert, cinéaste et artiste multidisciplinaire qui, donc, depuis plus de 50 ans, poursuit sa deuxième vie. C'est un homme à deux vies. Sa première vie qu'il a passée à l'ONF, où pendant environ 35 ans, il a réalisé environ 15 courts-métrages ainsi qu'un long-métrage d'animation. Et sa deuxième vie qu'il vit à présent comme artiste visuel, performeur, où il développe encore une fois son contenu audiovisuel expérimental avec des outils numériques. Il a entamé il y a quelques années une série qui s'intitule Lieux et performances, dont nous serons... Lieux et monuments, n'est-ce pas? J'aime beaucoup tes performances, Pierre. Tu en parleras certainement plus en détail tout à l'heure. Pierre a remporté le prix Albert Tessier du cinéma en 2004 et il a remporté la bourse de carrière du Calque en 2012. Alors, Pierre, bienvenue. Moi, je vais rester assise avec la longueur de jambe que j'ai, c'est plus stable. Théodore Huchef, cinéaste canadien d'origine bulgare, qui est arrivé à Montréal en 1999, qui s'est d'abord fait connaître en Bulgarie avec son travail d'affichiste. Dans ses premières années à Montréal, Théodore a été un des premiers à réaliser de très courts métrages pour des diffusions destinées à l'Internet. Il est arrivé à l'ONF au début des années 2000. Il a réalisé une douzaine de courts métrages en 10 ans avec nous. Mais il a poursuivi une carrière de cinéaste indépendant. Il a, avec son dernier film, Vaïcha l'aveugle, il remporte actuellement un très grand succès. Le film, depuis janvier, en est déjà à son 15e prix. Et Théodore, on est très fiers de t'accueillir parmi nous. Et Penny Lane, notre cinéaste qui est la seule des trois qui a un parcours davantage documentaire, cinéaste américaine, qui se définit comme une non-fiction filmmaker. Penny est donc documentariste, mais également enseignante à la Colgate University à Hamilton, dans l'État de New York. Penny a réalisé jusqu'à présent 4 courts-métrages documentaires. Elle est à son 2e long-métrage documentaire qui est présenté dans le cadre des RIDM, qui s'intitule Nuts. Et elle a été, en 2012, parmi les 25 nouveaux visages du cinéma indépendant à surveiller par le Filmmaker Magazine. Alors, bienvenue, Penny. Welcome, Penny. Alors, une fois les présentations faites, nous allons donc aborder la relation entre le réel et l'animation ou le documentaire et l'animation. Les appellations sont nombreuses: documentaire animé, documentaire d'animation, documentaire intégrant des séquences d'animation. Bref, nous discuterons aussi des différentes typologies, appellations. Mais d'entrée de jeu, afin qu'on soit tous un peu sur la même longueur d'onde, Bruno a choisi une œuvre par invité et je vais vous demander à chacun de vous, s'il vous plaît, de nous introduire à votre film et nous allons vous présenter un extrait par la suite.
Pierre, je t'invite à démarrer. Bon, alors Erqueville occupe en fait un point de transformation dans mon travail. Bon, comme ça fait depuis toujours, si on peut dire, enfin depuis très longtemps, qu'il y a toujours ou presque toujours de la prise de vue réelle dans mes films et une problématique des rapports entre l'animation et la prise de vue réelle. C'est le cas dans ce film-là aussi, où il y a cependant plus de prise de vue réelle que d'habitude. C'est un film qui a eu une drôle de genèse parce que ça a commencé en fait dans la maison d'amis bruxellois, un poète, Serge Meurant, et une artiste visuelle, graveur, Michel Corbizier, qui sont de bons amis et que je visitais comme je fais régulièrement. Et ils me montraient leurs travaux récents. Et au moment où j'étais là, ça consistait en fait en des poèmes, des photographies et des gravures qui avaient été faits suite à un séjour à Erqueville, en France, en Normandie. Alors, Erqueville est un lieu où il y a à la fois un paysage naturel absolument à couper le souffle. Ce sont les plus hautes falaises d'Europe. Et au-dessus de ces falaises-là, il y a l'usine de traitement des déchets nucléaires de la France. Alors, ils m'ont montré leurs gravures, les poèmes, puis ils m'ont raconté cette situation particulière de ce lieu. Et comme j'avais déjà fait par le passé, j'ai eu envie de travailler à partir de leurs travaux. Et j'ai décidé, la première occasion, de me rendre à Erqueville pour aller voir cet endroit-là. J'ai été là une journée et demie. J'ai tourné avec ma caméra mini DV. Et j'ai commencé à faire ce film qui était au départ pas comme un documentaire, c'était plus pour me mettre en rapport avec leurs travaux à eux. Mais ça a évolué d'une façon un peu inattendue. Et la retenue que j'ai senti le besoin d'avoir à intervenir avec de l'animation sur les gravures de Michel, il me semblait qu'il ne fallait pas que j'en mette trop, il fallait que je respecte la nature de ces images-là. Ça s'est transposé dans une approche par rapport à mes interventions sur la prise de vue réelle. Et c'est devenu la base de la série Lieux et monuments qui allait suivre. Et je suis en train de faire le 8e opus Lieux et monuments présentement. Alors, c'était une chose assez capitale pour mon travail. Et on peut dire qu'au niveau de l'animation, ce qui s'est révélé pour moi et qui était très différent de ce que je faisais avant, c'était que je me suis mis à me demander qu'est-ce que c'est la plus petite intervention d'animation que je peux faire sur une image, qu'elle soit gravée ou image réelle, de sorte à ce que ça ait un effet, que ça transforme le regard qu'on a sur cette image. Alors, et c'est devenu mon filon de travail principal depuis ce temps-là. Et ça s'est exercé surtout, essentiellement en fait, sur des images réelles par la suite. Et après ça, j'ai continué à travailler à partir de lieux. Erqueville étant le premier lieu sur lequel j'ai travaillé. J'ai eu une surprise après ce film-là, c'est que je n'avais pas l'impression d'avoir fait un documentaire. Et au rendez-vous du cinéma québécois, ils ont inscrit ça dans la programmation documentaire. Et ensuite, j'ai été invité à des festivals documentaires. Alors, ça me plongeait directement dans le sujet de notre discussion aujourd'hui. Bon, excellent. Donc, on va dès à présent regarder un extrait de Erqueville. Oui. Pierre parlait d'intervention minimale Oui, en animation. Soyez très attentifs.
Très bien. Merci, Pierre. On va, on va revenir sur tes propos tout à l'heure. Je souhaite qu'on voit tous les extraits que chacun d'entre vous présentiez votre film pour favoriser une meilleure interaction. Donc, Théodore, le film qui a été choisi dans ta filmographie, c'est Les Journaux de Lipset. Tu veux nous en parler un peu? Pas forcément sur la relation documentaire. Fais-nous une présentation peut-être plus générale du projet. Le film a commencé comme un échange de courriels entre moi et Chris Robinson, qui est ici bien présente, juste à votre droite. Et puis, le nom d'Arthur Lipset est sorti dans un contexte très intéressant. C'était l'année 2005, je pense. Et après ça, on s'est rencontrés, on a commencé à parler et on a dit pourquoi pas de faire un film sur la vie d'Arthur Lipset. En fait, je ne savais pas si le film va être documentaire ou anecdote ou je ne sais pas comment de le classifier. Mais on a commencé par une boîte juste ici, au sous-sol de Cinémathèque, parce que l'archive d'Arthur Lipset se tient ici. Donc, dans 2005, ça fait 11 ans déjà, on a descendu au sous-sol de Cinémathèque. Ils nous avaient sorti les archives de Lipset. On a commencé à regarder tous les collages, toutes les carnets d'Arthur, toutes les préparations des storyboards pour ces films-là. On a pensé qu'on va trouver plus. Ce n'était pas suffisant, évidemment, pour faire un portrait. Mais comme on ne voulait pas de rentrer trop dans les détails, dans un certain moment, en fait, tout ce qu'on a trouvé, ça nous amenait dans un chemin qu'on a compris que la vie d'Arthur Lipset, c'était ses films. Il a habité, il vivait dans ses films, dans son travail comme cinéaste. Donc, on a décidé de faire la renverse de ce qu'il faisait avec ces films-là. Peut-être vous savez qu'il utilisait des garbages, des footage trouvés des autres cinéastes à ONF. Il a coupé, il faisait des montages, des films cut-out. Donc, on a décidé de faire au contraire, d'utiliser les extraits de ces sentences et de cette cadrage qu'il a utilisé de tous les cadres de ces films pour reconstruire la vie d'Arthur Lipset. Et après ça, c'était juste un parcours très fou pendant 5 ans dans lequel il avait vraiment la question de conception des styles visuels duquel j'ai utilisé, la question des concepts, d'images telles quelles, la question des montages aussi, des rythmes des films qui devaient suivre l'art d'Arthur Lipset. Et en 2010, le film est sorti et je pense que c'est tout en cours. C'est bien. Donc, on regarde un extrait d'1 minute environ. Les choses. Le sentiment de solidarité vient enfin de submerger l'homme moyen. Le constat douloureux d'une vie sans espoir. On est tous dans le même bateau. Si la vérité compte pour vous, on n'est jamais sûr de rien. On fait le noir et blanc. Oui ou non? Oui, je crois au retour du Christ, à la rédemption par la mort. C'est la foi qui a élevé la voix des hommes jusqu'à la gloire et qui l'élève encore. On dirait que les gens ne sont plus disposés à s'impliquer dans quoi que ce soit. Je veux dire s'impliquer vraiment. Ils perçaient le brouillard pour observer les étoiles puis trouver leur place. Celle d'hier, celle d'aujourd'hui. L'homme, la plus rationnelle des créatures est aussi capable des plus grandes irrationalités. Il sourit pendant que l'enfer incendie les astres. Les états humains comme œuvres d'art.
Merci. Théo? Penny, would you like to introduce your film? Sure. Hi, everyone. Thanks for having me. Are you going to translate, or am I just doing? Okay. So, Nuts is a feature-length documentary nonfiction film about a man who 100 years ago announced to the world that he had cured impotence with goat testicle transplantation. Did you follow that? So, surgical transplantation of goat testicles. I worked in the film for 8 years. The animation ended up becoming a huge part of the film. In the end, it's an 80-minute film, and there's 55 minutes of animation. I'm not an animator, but the idea for animation came about for two reasons early on. One, the reason I was interested in the story in the first place was that this man, John Brinkley, was a con man. He was a liar. The surgery didn't work, in case you were wondering. And I wanted to do something with the nonfiction form that had something to do with playing with that lie. Like, how convincing could I make that lie? How engaging could I make the film? Could I get people in 100 years later to kind of go along with this man on his journey to win? And animation was attractive to me because it immediately kind of breaks down the idea in documentary that's usually unquestioned, which is that the camera doesn't lie. And the minute you sort of get away from the camera and you start incorporating, hand-drawn animation, there's a kind of like maybe subconscious questioning of how true the documentary is in a way. It's like acknowledging the. Don't say too much. Okay. Well, I'm giving it all away. I have to. There's no other way to talk about it, Bruno. Otherwise, I just sound like an idiot. Anyway, so I'm going to show 2 clips from the film. And so in the end, there's 7 chapters in the film. And the story changes a lot from chapter to chapter. The point of view of the film changes from chapter to chapter. So I worked with 7 different animators, 1 for each chapter. So I'm showing 2 short clips that show scenes from 2 different chapters. Is that okay? Did I do okay? Thank you. We'll come back after, Penny. Don't worry. Oh. Corridors amidst hundreds of Brinkley's patients and supporters. There he is. There's Brinkley. Have you got tomatoes fish by? Are they shutting you down? Doctor, you're talking. Well, it's a strange day having to defend a proven, successful practice, but as it is said, first they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, and then you win. The hearing began with the board members hurling their callous accusations. This goat gland surgery is absolute flim-flammery. Never mind the goat glands. His operation for bladder troubles is amateurish. I agree. It's nuts. It's ridiculous. No, it is nuts. So, I've been keeping track of the Brinkley goats. The number of goats in that herd never changes. The supposed doctor isn't even using goat balls at all. Then Brinkley addressed the board. I'm forced to be here today because of a ruling class intolerant of progress and ignorant of the benefits of alternative medicine. All physicians have the right to adopt new methods. Patients have the right to the best treatments, even those not yet approved by the AMA. Mr. Brinkley, gland transplantation of any sort is only an experimental stage. Of course, gland surgery is in the experimental stage for some people. In my case, it is past that experimental stage. I do it daily. It is a boon to humanity. Is your form of medicine found in any textbook? I highly doubt it. Did you learn it in school? Of course not. Then how do you know it works? Let me tell you a little story about a doctor named Ignaz Semmelweis. Now, 100 years ago, doctors didn't wash their hands. Semmelweis saw the doctors in his hospital going right from performing an autopsy to delivering a baby. Now, a lot of those mothers caught ill and died.
Semmelweis, in his experimentation, discovered that if a doctor washed his hands between the autopsy and the delivery, almost no deaths occurred. Now, everyone here knows that soap and water kills the germs on the doctor's hands, but back then the idea was ludicrous. They didn't know what a germ was. It didn't fit comfortably into mainstream medicine. And Semmelweis was endlessly ridiculed for this absurdity, exiled. He died in an insane asylum. But he knew. He didn't know why, but he knew he was right. He knew it worked. He could plainly see the evidence before him when others were blinded by the status quo. Look at all the patients before this board. You all have an awful lot of evidence to ignore, and I think you should hear it from them. Dr. Brinkley was the only doctor I visited that said my condition was curable. My wife just He saw a graveyard on a mountaintop, with the graves open. Heavy cloudbursts washed the bones and the rotting corpses right out of the graves until they lay around him everywhere. He could not get a foothold. There seemed no way to stop his fatal fall into that yawning abyss. Suddenly, 3 figures dressed in white appeared. One took his arm on either side. The third, leading the way, pointed out how he could march straight to safety. The 3 figures were Brinkley's childhood heroes: Abraham Lincoln, Thomas A. Edison, and William Shakespeare. At this time, I must step out of my role as biographer and narrator and into my role of psychoanalyst. Dream analysis is one of the many subjects I've explored in my published works. It is my expert reading that there is not an element in Brinkley's dream that can be twisted into the attitude or expression of a fake, a quack, a charlatan, a pretender, a drunkard, a roisterer, or a would-be murderer. John Romulus Brinkley, this dream of yours has cleared you more definitely than all the legal evidence in the world could conceivably do. America will know your story increasingly as your star rises out of the opposition murk. I predict that by the turn of the 21st century, there will be a great scurrying of the rats and other creatures of darkness, and that John R. Brinkley's star will burn brighter than ever. The trial lasted 3, perhaps into the 4th day. The jury was set out. They were back within a few hours and ruled for Fishbein. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander à tous, qu'est-ce qui s'est imposé d'abord, la démarche documentaire ou slash le réel ou l'animation? Bon, votre background peut induire une partie de la réponse, peut-être pas. Penny, je te demanderais, tu as une démarche qui est surtout documentaire. Qu'est-ce qui a imposé l'animation dans ce cas-ci? À quel moment l'animation est devenue nécessaire dans ta démarche pour ce film? So with this film, as I said, I worked in the film for 8 years, and it was 2 years into the process before animation became a strategy. And I'm not an animator, so it didn't sort of start from there at all with me. The reason it came into play was that I didn't have a character that you would root for or believe in all the archival material. It's very cool and weird, and it's in the film, but it doesn't make you kind of want to go on a journey with a person, a protagonist, over time. So the reenactment idea came into play, and then it worked so well that I just kept writing more reenactment scenes until it became the bulk of the film. And as I mentioned before, I wanted to do animation because I felt that animation would kind of help
to bring the viewer to question the truth or the reality of what was being said to them. So simultaneously kind of making it a fun, kind of accessible, entertaining fiction type movie, but also kind of a little bit raising the question of whether you should believe what's being said to you. Théodore, dans ton cas, c'est vraiment le sujet qui est venu en premier. Tu es un animateur, donc c'est ton médium d'expression. Dans ton cas, tu changes de technique ou en tout cas, tu expérimentes des techniques d'un film à l'autre. Pourquoi tu en es venu à aborder cette technique? On sent le réel en dessous. Il y a des dessins où on sent une forme de rotoscopie. Qu'est-ce qui a guidé le choix de ta technique précisément pour Lipset? Et comme tu as dit, j'essaye de trouver la technique qui corresponde aux idées et aux concepts, aux histoires. Et donc, dans ce cas-là, on voulait faire la chapelle d'Arthur Lipset. Et dans cette chapelle-là, j'ai trouvé cette technique-là extrêmement puissante, intéressante et expressive. On a cherché de transférer l'énergie, le talent d'Arthur Lipset comme des dessins expressionnistes. Donc, la technique qui mixait la réelle et les dessins et l'acrylique, ça me trouvait tout à fait correspondante aux idées et ce qu'on voulait faire. Donc on sent l'urgence, l'intensité. L'animation n'était même pas importante dans ces films-là. L'important, c'était de créer un univers vraiment expressif et explosant. Des scènes dans chaque dessin, de sentir la bipolarité, cette volcanique, cette monde volcanique qui s'est passé dans le cerveau Arthur Lipset. Et c'est pour ça cette technique-là. OK. Pierre, tu nous en as un peu glissé mot, mais on va aller un peu plus loin. Donc, au départ, c'est le lieu qui a été la genèse du projet. Et l'animation est venue et aurait même pu ne pas venir dans ta démarche. J'aimerais bien que tu nous en parles un peu. Oui, ben c'est un peu la même histoire pour tous les opus de lieux et monuments. Il finit par y avoir de l'animation. Mais habituellement, ça commence par un tournage, qui est un tournage en plan fixe dans un lieu. À attendre, parfois je tourne pendant 1 heure. L'idée étant que n'importe où, si on tourne assez longtemps, il peut se produire quelque chose. C'est pas toujours vrai, mais enfin, c'est souvent vrai. Et de là, la première phase de travail est un travail sur les images réelles dans le but on peut dire, de les condenser. Donc, beaucoup de manipulation numérique des images. Et l'animation vient plus tard comme révélateur de choses, mais à toutes les fois, je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment besoin d'animation? Et il a fini par en avoir. Je ne sais pas si j'irai un jour jusqu'à faire un film où il n'y en aura pas, mais comme c'est mon métier, j'imagine que j'ai toujours une forte tendance à en mettre. Si tu avais à nous décrire un peu la plus-value que tu as vue, la décision qui a fait que tu as ajouté l'animation, comment tu décrirais? L'image que je me donne, c'est que le travail de manipulation numérique sur les images réelles que je fais en général dans un premier temps, ça a un effet, on peut dire, comme de concentration vers l'intérieur du matériel, d'augmenter sa densité. L'intervention de l'animation est tout à coup ce qui permet de faire éclater l'énergie potentielle accumulée dans ces images-là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce que je me dis et c'est comme ça que je le comprends. Entre quelque chose de centripète et tout à coup quelque chose de centrifuge, l'animation, les interventions d'animation étant l'élément centrifuge. Un révélateur. Oui, un révélateur. Qui vient réveiller qui vient le sens. Réveiller et qui permet de faire accomplir un changement dans la vision des images réelles que le spectateur va avoir. En ce sens-là, je trouve intéressant ce que Penny a dit parce que au tout début, des premières fois où j'ai mis des images réelles dans mes films d'animation, je pense que la première fois, c'était Père Noël, sous la suggestion de Pierre Bernier, qui était mon monteur. Et à cette époque-là, le but était plutôt de contredire l'aspect fantasmagorique
ou fantaisiste des images d'animation et de dire l'animation parle du réel aussi. Et peu à peu, au cours des années, ça s'est inversé et je me suis rendu compte que l'intervention d'animation dans des images réelles permet aussi de dire la vérité des images réelles n'est pas nécessairement aussi évidente qu'il peut paraître. Alors, c'est selon les cas, l'un qui questionne l'autre. Et je trouve que ce qu'elle a dit, comme quoi de mettre de l'animation dans son film, ça a fait que ça obligeait à questionner la vérité des images réelles. Je trouve que ça peut faire ça aussi, effectivement. C'est une raison puissante de mettre de l'animation avec des images réelles. Donc, l'animation vraiment au service du storytelling. Est-ce que il y a une Penny, je m'adresse à toi cette fois-ci. Il y a 7 animateurs différents dans ton film. Je reviens au choix esthétique, un peu la même question que j'ai posée à Théodore. Il y a 7 graphismes différents. Est-ce que c'est une question utilitaire parce que tu as travaillé avec 7 personnes différentes ou il y a une volonté de raconter différemment? Est-ce que l'esthétisme est au service, dans ce cas-là, du storytelling, les différentes formes esthétiques? The idea to have the different animators came about first to solve a creative problem, which was that I had very little money and very little experience working with animation, and I was concerned that I would mess up. And I thought, well, if I mess up with one chapter, it'll be over in a few minutes, and then I could start over with the next chapter, which ended up really helping the film. It really did. And luckily, different people it seems like each chapter has its fans, which is good. There's no bad one, but there were some that were rockier and harder to work out because I really didn't know at the beginning how to do this, how to communicate with animators or anything. I was saying at lunch, I didn't even know what storyboards were. I found out. So it was partly a strategic issue, but I liked the idea creatively because every time you start to kind of fall into a sort of narrative fiction kind of suspension of disbelief, right? Like where you're just kind of going along with this weird, entertaining story, the animation style changes. And I think I tried to show 2 clips that show how different, it's really different. So it's a little bit jarring. And I hope on some level it kind of wakes you up a little bit and again reminds you that the story that you're hearing depends on who's telling it, and it's not just a kind of like this idea that people have where they think documentary filmmakers just go out in the world and find a story and then hand it to you, which is really not what's happening. So I think that when the animation style changes, it kind of helps to even again unconsciously remind people of that. But it also just looks cool. Mais donc, dans ton rapport à l'animation, quand tu as commencé, tu as pris la décision d'utiliser de l'animation, il y avait cette question que ça soit plus qu'il y a une question d'entertaining. Est-ce que pour toi, ça ajoutait de la crédibilité? Avez-vous l'impression que de mettre de l'animation, ça peut vous rendre moins crédible auprès d'un public documentaire? Ou peut-être à l'inverse? I was really worried that using animation would make me less credible, but it didn't happen. So I don't know what that means. I really was worried. I guess I wasn't worried. The film a little bit I expected at least someone to say, this isn't even a documentary. How could you call it that? But it turned out that hasn't really been much of an issue, and I'm not sure why that is. I don't know if anyone else has ideas. But I expected more pushback from the nonfiction community than I really got. So I'm not sure why. Théodore, tu penses quoi? Je vais essayer de jouer un petit peu le mauvais mec. Donc, pour moi, la façon d'aborder, de mettre l'animation dans un film documentaire est tout à fait inappropriée. C'est pas la propre façon de faire ça.
Et je vais dire pourquoi. Parce que je pense que très souvent, les réalisateurs de films documentaires cherchent de se sauver les problèmes de financement ajoutant de l'animation. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est souvent ils cherchent de faire les films plus sexy. Parce que c'est évident que dans les films documentaires, depuis longtemps, les gens cherchent d'élaborer un style plus intéressant visuellement. Parce qu'on sait tous que le film documentaire est en crise incroyable maintenant. Il vit peut-être la plus pire crise dans la vie de ce genre-là. Donc, ils cherchent de faire le plus sexy, de faire plus inspirant, plus intéressant visuellement, de sauver d'argent, d'expliquer des trucs qui ne sont pas possibles avec la caméra, avec les footage. Donc, il approche un animateur et il dit OK, moi j'ai besoin de 20 minutes d'animation. Avec moi, c'est comme ça. Je reçois presque chaque mois une demande, une courriel d'un réalisateur documentaire qui me demande Hello, I am an Oscar-winning director of this and this film. Could you make me 30 minutes of animation for my next film? Et je demande, OK, 30 minutes d'animation éditée, montée, ou 30 minutes rough material. Parce que les réalisateurs de films documentaires, ils pensent en footage. Pour lui, 20 minutes d'animation, ça veut dire 60 minutes d'animation dans lesquelles ils vont couper et ils vont laisser 20 minutes, qui est un travail énorme. Qui, vous savez, pour faire ce travail, c'est un travail énorme, très souvent très mal payé, parce qu'ils ne savent pas comment budgéter, ils ne savent pas combien de temps ça prend ça. Et ça commence toutes sortes de conflits. Donc, pour moi, un film utilisant animation documentaire, ça doit être fait par les réalisateurs qui font d'animation. Bon, ben là, c'est intéressant parce que tu viens de mettre un peu de piquant dans notre panel. Puis moi, je veux juste tenter le pouls ici. J'aimerais bien que vous leviez la main, ceux qui sont surtout qui œuvrent surtout dans le secteur de l'animation. OK. Et à l'inverse, ceux qui sont davantage dans le documentaire. Ah ben, c'est assez équitable. Je vous invite à réagir au fur et à mesure. Si vous êtes complètement en désaccord ou vous êtes complètement en accord, je vous en prie, exprimez-vous. Il y a une personne qui est davantage du côté documentaire sur le panel. Moi, je peux vous dire qu'en effet, ce que j'ai assisté comme productrice depuis plusieurs années, depuis la sortie finalement de Valse avec Bachir, grosso modo en 2008, une quantité incroyable de projets documentaires qui nous sont soumis dans lesquels il y a des scènes d'animation incluses et ça n'arrivait pas avant. Et c'est vrai que maintenant, c'est de plus en plus populaire. Bon, c'était mon aparté. Je ne suis pas supposée avoir d'opinion, là, peut-être, comme modératrice, mais bon. Mais je vous invite à réagir. Là. J'ai vu des visages opinés. Pierre, toi, tu penses quoi de tout ça? Je te renvoie. Oui, c'est difficile parce qu'il y a une question générale puis il y a des questions particulières. C'est-à-dire que c'est sûr que sur la validité ou l'intérêt ou le bien fondé de l'intégration d'animation dans des documentaires ou de dire que des films d'animation sont documentaires, ça se juge film par film. Bon, ceci dit, comme tu as dit, il y a une sorte de vague, de mode depuis quelques années. En particulier, effectivement, je pense que le terme documentaire animé ou documentaire ou d'animation est apparu avec la valse avec Bachir, qui est une chose un peu surprenante parce que, à mon avis, Valse avec Bachir est beaucoup plus un film de fiction qu'un film documentaire. C'est-à-dire que ça, évidemment, c'est un film d'animation qui fait référence à des événements réels, à des choses qui sont passées historiquement, mais la trame du film est totalement fictionnalisée et, à mon avis, ça n'a pas beaucoup à voir avec question de documentaire. Et au moment où c'était sorti, puis où l'expression animation documentaire s'est mise à apparue, ça m'a semblé plus un truc de mise en marché qu'une appellation sérieuse. Et ben, le terme s'est imposé.
Et ça a entraîné un certain type de production. Mais ça a eu des effets paradoxaux et très ambivalents. C'est-à-dire, bon, d'une part, on peut dire que ce n'est pas une mauvaise chose, que ça a permis de dire que oui, l'animation peut parler de la réalité. Et que ce n'est pas seulement pour faire des fantaisies légères dans des mondes imaginaires. Mais par ailleurs, ça a entraîné pas mal de productions où l'insertion est un peu arbitraire ou un peu simpliste et où ça ne donne pas vraiment quelque chose. En tout cas, pour moi, j'aime mieux parler d'imaginer une problématique animation et réalité plus qu'animation et animation documentaire comme telle. Je trouve que l'association des deux genres comme ça, dans le même terme, mène pas à la meilleure réflexion sur le sujet et sur la question. Donc, réalité qui peut être parfois dans le sujet, donc inspirée de faits réels, ou carrément à l'écran par l'insertion de prise de vue réelle, par exemple. Et c'est sûr qu'aussi, en même temps, tout ça fait appel à une problématique entre image animée et image réelle, qui strictement n'a pas nécessairement à voir à la question entre animation et documentaire. On peut, dans un contexte strictement de film d'animation, sans référence à quelque élément de réalité au sens documentaire du terme, associer les deux éléments. Mais c'est sûr que ça, si on regarde l'histoire de l'animation à travers la rotoscopie, à travers de toutes sortes de façons, il semble que l'animation ne peut pas éviter dans son histoire à se confronter à la question de la prise de vue réelle d'une façon ou de l'autre. Mais oui. les deux questions sont superposées, mais je pense qu'il faut savoir distinguer les deux niveaux. Penny, je regardais la revue de presse de Notes et on y parle très souvent de ton film comme un documentaire, mais très rarement on dit de lui qu'il est un documentaire animé. Est-ce que pour toi, c'est important qu'il soit positionné d'une manière particulière ou, étant une non-fiction filmmaker, ça n'avait pas d'importance pour toi? I don't really mind. I mean, I know that I'm part of, since I started making documentaries, I know that I'm part of the documentary kind of conversation. Like, so I don't mind the word. I kind of do all sorts of weird verbal, like, calisthenics trying to avoid it myself. But it doesn't bother me that my film is a documentary. Again, I sort of expected that the film would challenge the category or would demand, more specificity around what we mean when we say documentary, but people have been very uncritical about calling it a documentary, which again, I'm surprised by. But I haven't really had very many viewers sort of, I think, take the experience of the film to the next kind of intellectual step, which is really supposed to be to question what we mean when we say documentary. But I think I made it too funny, and so people are just having a good time. They're not necessarily being critical enough. Parce qu'à la fin, il y a combien de minutes dans l'animation? Quelle est la proportion d'animation dans ton film? The film is 78 minutes long, and I think the total number of minutes of animation is 54, something like that. A lot. Oui. Yeah, it was a big mistake for me, and I didn't really know. But no, it ended up turning out really well, but I didn't really know what I was getting into at the beginning. Est-ce que vous auriez des questions dans la salle? Oui, allez-y. Juste un moment, je vais vous demander de parler dans le micro puisqu'on est en direct sur Facebook. Bon. Ben, allez-y, puis je vais répéter votre question dans mon micro. Très intéressant comme question. Bon, je pense qu'il faut que je répète cette question. C'était long, je m'excuse. Théodore, donc, tu nous as dit que les réalisateurs documentaires utilisaient souvent l'animation pour être plus sexy
dans leurs films. Est-ce que vous avez dit autre chose aussi? Oui, ça les sortait d'une crise que vit actuellement le documentaire. Est-ce qu'à l'inverse, vous, animateurs, est-ce que ça ne vous sert pas finalement de vous sortir de votre ghetto de l'animation en utilisant une base documentaire? Ceci est une interprétation totale de ma part. Club Select. Excusez-moi. C'est mon filtre personnel. On pèse tous nos mots ici, là. Oui. On a cité, on a eu une lunch ensemble, on a cité une conversation dans laquelle une autre sélectionneur célèbre d'un festival du cinéma utilisait la terminologie la ghetto d'animation. Mais au contraire, moi je pense que l'animation n'a pas besoin de sortir et de s'exposer plus, parce que je pense que l'animation c'est le seul cinéma qui est en croissance maintenant. Peut-être vous allez dire que je me trompe, mais regardez qu'est-ce qui se passe avec la fiction. Maintenant, les fictions sont à 80% d'animation. Évidemment, je parle des blockbusters. Les films qui sont des fictions qui n'utilisent pas l'animation s'approchent de plus en plus vers le documentaire. On vit dans un monde dans lequel le cinéma est génétiquement modifié. On ne peut plus faire la frontière entre les différentes sortes du cinéma. Tout se ressemble, tout se mêle, tout s'échange pour sortir des produits d'art plus puissants qui touchent plus de monde possible. Évidemment que les documentaristes cherchent de faire ça. Évidemment, les animateurs cherchent de faire ça, donc de sortir de son ghetto d'animation, comme on dit. Et c'est tout à fait correct. Moi, je ne m'oppose pas. Quand je fais ce commentaire, je sors seulement de mon point de vue. Donc, c'est pas objectif, je vous dis, c'est subjectif. Tout ce que j'ai dit, évidemment. Donc, pour moi, même, il n'y a pas besoin de l'animation. Vous savez, le succès de Watts avec Bashir, de Persepolis, de beaucoup des autres films, ça attire plus et plus de monde de faire des films d'animation. Plus de réalisateurs de faire des films d'animation. Évidemment, je parle de Charlie Kaufman aussi, et son film, je parle aussi de... Mais beaucoup de réalisateurs sont allés vers cette chemin-là, donc c'est tout à fait normal. Mais je parle seulement quand je dis par rapport des relations avec les réalisateurs de documentaires et les animateurs, j'essaie juste d'éviter un conflit qui est très, très spécifique dans la création, dans le processus de création d'un film documentaire utilisant l'animation. C'est juste pour ça que j'ai mentionné cet exemple. Mais c'est vrai que même dans l'animation, dans l'univers, dans notre ghetto d'animation, il y a des gens qui se sont fait un créneau très spécifique. Je pense aux Suisses, Jonas Odell, par exemple, ou Marie-Josée Saint-Pierre, qui est ici, qui sont vraiment dans le documentaire animé. Puis on n'a pas cité l'exemple du film Ryan de Chris Landreth, mais qui est un autre moment pivot, je dirais, par rapport à l'hybridité des genres. Est-ce que vous avez tiré avantage en termes de diffusion, d'être à cheval peut-être entre les deux genres? Est-ce que vous avez l'impression que ça a pu permettre d'élargir la diffusion de vos œuvres? Pierre, dans ton cas, tu nous parlais des rendez-vous qui avaient placé ton film dans une catégorie de documentaire. Est-ce que ça t'a ouvert en termes de diffusion? Non, je dirais pas ça, non. Mon cinéma reste assez confidentiel. Et dans le monde du cinéma d'animation, le fait que j'ai la piste de travail que j'ai maintenant, là, toute la série Lieux et Monuments, pour moi, ce sont des films d'animation. Enfin, je me dis que, évidemment, avec l'idée de recherche de quelle est la plus petite intervention qui a le plus de puissance, je me dis, il suffit de 2 secondes d'animation dans un film. Si ça a de l'effet, c'est un film d'animation. Mais les festivals d'animation ne sont pas d'accord avec ça. Alors, la plupart de mes films, ma série Lieux et Monuments, sont pas ou assez peu montrés dans les festivals d'animation.
Tu es davantage dans la sphère expérimentale. Oui, c'est ça. Ou en fait, ce qui arrive, ce sur quoi je comptais quand j'ai commencé cette série-là, je me suis dit, quand j'en aurai assez pour faire un programme complet, donc pour présenter un programme de 65-70 minutes de lieux et monuments, ça deviendra plus facile de les diffuser. Et c'est effectivement ce qui se passe, c'est-à-dire que les moments de diffusion les plus satisfaisants pour moi, c'est les cas où on me demande de venir puis de faire un programme avec mes films lieux et monuments, puis c'est montré comme un programme. Ça se produit assez pour me satisfaire, mais ça ne se produit pas pour faire de moi un cinéaste avec un public très large. D'accord. Cela semble bien assumé. Oui. Penny, de ton côté, je pense que ça t'a permis d'aller vers le réseau d'animation que tu ne connaissais pas, si je ne m'abuse, avec ton film. Yeah, no, it's been really fun because, again, my work has always circulated more either in experimental film festivals or in documentary categories and film festivals or documentary film festivals. So as far as film festivals go, yes, there's apparently a whole world of animation film festivals, and it's been really, really awesome to get to know more about it and to be invited into that world. And I didn't know if I would be initially, because I wasn't sure. I mean, I didn't know what kinds of things happened at animation film festivals, but it's been really awesome and cool to find out this whole new world of films and audiences and like conversations about film. Je ne sais pas si Théodore, tu as quelque chose à ajouter sur ça, si ça t'a permis, toi, de ton côté, d'accéder à... Moi, ça m'a permis, je vais parler d'une autre expérience que j'ai eue. Je travaillais comme directeur artistique et créateur de storyboard d'un film documentaire animé qui s'appelle Montagne Magique. Il était monté l'année passée au sommet d'animation en soirée d'ouverture. Le film n'a pas eu mal de succès. Il a gagné le meilleur prix à Doc Leipzig et beaucoup des autres festivals documentaires. Donc, la réalisatrice Anca Damian, qui est une réalisatrice roumaine qui a fait des fictions et des films documentaires, m'a approché et m'a dit: est-ce que tu peux m'aider avec ces films pour établir le style, pour maintenir le design plus intact pendant le film? Parce que ça, c'est un autre problème dans les films documentaires, comment garder le style précis, intact, du début jusqu'à la fin. Et je dis OK, oui, et c'est très bien passé. Mais Anca était assez ouvert de toutes les propositions de côté du style d'animation. Donc c'était à cause de ça. Moi, je n'aimais pas mélanger avec son façon de storytelling. Je n'aimais pas mélanger avec les informations, avec les sources qu'elle a trouvées. Elle a fait un travail de recherche énormément efficace. Elle a trouvé des footage, des matériels, des faits incroyables cachés. Il s'agit encore de la vie d'une aventuriste polonais, Adam Jacek Winkler. Donc, elle a trouvé tous les matériels. Elle est tombée 100% dans l'univers de cette personne-là, même trop, je pense. Et moi, la seule chose que je m'occupais, c'était le visuel et la façon cinématographique de storyboarding et tout ça. Et on a travaillé avec les gens qui ne sont jamais touchés d'animation, les artistes, les étudiants qui sont sortis d'école à Bucarest. Et donc, évidemment, ça m'a permis de toucher un autre monde aussi. Et le film a sorti dans toutes les sortes de festivals. Donc, les fictions, documentaires, animation. Et c'est ça qui aide d'un film qui utilise cette moyen-là. Toutes les portes sont ouvertes pour vous. Parce que très souvent, les animations sont pas mal ghettoisé aussi lui-même, le film, le festival expérimental, le festival documentaire, etc. Et le Annie Doc, comment j'appelle, moi j'appelle ce genre Annie Doc. Les films Annie Doc sont accessibles à plus grand réseau de festivals et ça aide beaucoup que le film soit vu de plusieurs. Un instant, Pierre. Mon horloge. Alors, pendant que Pierre parle à sa chérie, est-ce que vous auriez des questions? Oui, Sylvie?
Alors, j'ai eu 2 expériences en tant que productrice de travailler avec de l'animation. Et la première expérience, j'ai vu les problèmes, dans le sens que entre ce que le réalisateur a dans sa tête et ce que l'animateur, qui était un animateur chevronné, pouvait faire, il y a une difficulté de communication. Alors, et je pense qu'on est arrivé trop tard. Je pense que si on utilise l'animation, il faut le faire dès le développement. Il ne faut pas que ça devienne une solution pour essayer d'arranger un problème. Parce c'était un film avec un intellectuel, donc ça faisait plus aride. Donc, on cherchait à comment sortir de... Bon. Deuxième expérience, mais c'est avec Martine, qui le film était déjà fait, Mr. McPherson. Hein? Non, McPherson. Et nous, on a fait le Mr. McPherson. Donc, ça a été un plaisir. Et le film de Serge ne pourrait pas exister sans l'animation de Martine. Donc, ça a été un beau mariage. Et là, présentement, en tant que réalisatrice et productrice, je me prépare à faire un film sur un grand danseur, le New Rêve du 21e siècle, et je veux utiliser de l'animation. J'ai besoin d'utiliser de l'animation parce que j'ai des histoires à raconter dans le passé de lui et sa famille que je ne veux pas que quelqu'un me raconte. Je veux qu'on sente émotivement ce qui s'est vécu. Donc, pour moi, l'animation, et aussi, il y a beaucoup de moments dans la vie de cette famille-là, de ce qu'on appelle le magic realism. Donc, là aussi, mais tu sais, ça c'est différent, c'est des histoires différentes, là. Alors, moi, mon idée, c'est de commencer vraiment de bonne heure et j'espère que ça peut marcher. J'y crois. Donc, je n'ai pas vraiment de questions, mais étant donné que Théodore a dit, mais aussi l'idée de on veut faire ça plus moins cher, ça, j'y crois pas parce que quand on a fait de l'animation, pour moi, le budget est aussi important qu'en documentaire. Ce n'est pas une question d'essayer de faire ça moins cher. Bien, c'est intéressant parce que dans ce cas-là, dans le film que tu veux faire, l'animation veut restituer le passé et faire vivre des émotions d'une manière différente. C'est pour peut-être combler du matériel que tu ne pourrais pas trouver autrement. Non, c'est ça. Il n'y a pas de matériel d'archives. Il y a peut-être quelques petites photos. Mais c'est des histoires. C'est des histoires, donc on peut ce que je ferais, c'est que je ferais le tournage. Et peut-être c'est intéressant d'utiliser différentes... Je ne sais pas qui a parlé de ça. Différentes formes, dépendant de qui raconte l'histoire. Je pense que c'est peut-être Pierre ou Penny. Ou Penny, comme par exemple, tu sais, une des sœurs qui raconte une histoire vécue parce qu'elle était là. Est-ce que ça serait une différente forme d'animation qu'une autre sœur qui, elle, a vécu quelque chose à l'immigration? Donc, c'est On peut faire un brainstorm, Sylvie, après. Alors, voilà. Merci pour ton commentaire. Est-ce que vous auriez d'autres commentaires, questions? Oui, allez-y. Ben, je voulais faire un commentaire, moi aussi, comme un mec méchant un peu. Mauvais mec, en fait. Que je pense que, en fait, on est habitué à réfléchir dans les limites des manières de financer des films, de distribuer des films, ce qui sépare et catégorise en fiction, documentaire, animation, etc. On est habitué de penser en termes d'un grand artiste, un peu comme un dieu, qui reçoit je sais pas, quelque chose par le ciel et ça le fait comme créer quelque chose d'incroyable. Et je pense que ça change. Le cinéma est beaucoup en train de changer. Et est-ce qu'on peut commencer à réfléchir pour les films en tant que films et non pour des films en tant que documentaire, animation, fiction? Est-ce qu'il y a d'autres manières de raconter des histoires qui sont plus à travers une subjectivité qui s'intersecte? Alors, plusieurs subjectivités, quelque chose qui représente plus peut-être notre réalité un peu plus complexe en tant que des êtres humains. Donc, avec l'hybridation des genres, de cesser de tout catégoriser et de voir l'art comme un tout, finalement. Est-ce que vous auriez d'autres questions, commentaires? Oui, Marianne.
Je pense que si vous le faites aller par en arrière, ça va faire... Oui, bonjour. Je trouve ça intéressant qu'on parle de documentaire. On est aux rencontres du documentaire, n'est-ce pas? Mais c'est aussi le documentaire, ça nous questionne par rapport au réel. Hein. J'ai l'impression qu'on essaie d'opposer justement documentaire et animation et fiction. Puis je rejoins peut-être un peu ce que la dame a dit juste avant moi. Mais à l'intérieur même de ce que nous appelons le cinéma documentaire, puis je pense qu'ici tout le monde est au courant, il y a en fait une diversité de cinéma, d'approches, et ce questionnement du réel est présent dans tous les films. Et ce que disaient Penny ou Pierre, est-ce que l'animation, dans certains cas, peut servir à questionner notre rapport à la vérité? Peut-être oui, que dans certains cas, ça peut être ça effectivement, dans d'autres non. Ça va être tout simplement illustrer une situation réelle. Et c'est parfois aussi le cas de documentaires. Est-ce qu'un documentaire est un documentaire tout simplement parce que les images captent le réel? Est-ce que c'est ça qui fait qu'un film est documentaire? On parle aujourd'hui aussi de théâtre documentaire. Il y a la pièce, la Soufredi Villanueva, qui a suscité aussi beaucoup de polémiques. Donc, je pense qu'il y a, au-delà de la question documentaire, animation, il y a toute une réflexion à avoir sur notre rapport avec le réel et notre rapport avec la vérité. Et je crois qu'à l'intérieur de ce que nous appelons le cinéma documentaire, de plus en plus ce qu'on voit, c'est qu'il y a un type de langage qui a tendance à s'imposer. Donc, un langage où on veut être beaucoup dans l'efficacité, on est dans le dossier, il faut raconter des histoires, il faut que ça soit efficace, alors que le réel se déploie autrement. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une vérité documentaire. Il y a un regard documentaire qui est le regard d'un auteur. Et puis, je crois que c'est là qu'il faut revenir. Il faut revenir aux cinéastes, il faut revenir aux auteurs et à la pertinence, que ce soit des images du réel ou des images d'animation. Quelle est la pertinence de ce regard et qu'est-ce qu'il nous apporte? Merci, Marianne. Penny, j'aurais une question peut-être pour toi qui revient à ce que Sylvie, tu disais tout à l'heure. Est-ce que tu as eu le sentiment, comme il y a finalement beaucoup d'animation dans ton film, d'un manque de contrôle dû au fait que ce n'était pas toi qui étais aux commandes de la fabrication de plusieurs de tes images? Est-ce que c'était insécurisant pour toi comme documentariste? Well, I actually just wanted to first agree with the comment that was just made, because documentaries are just films. They're just films in which we make a basic promise to tell the truth or represent reality. And the range of approaches that we use has always been very diverse. So I just wanted to sort of agree with that comment. It's not an opposition at all. And all film is animation anyway, because it's the illusion of movement, still frames. So these are all, not opposed in any way. The boring reality goes back to an earlier comment about categories and, the necessities of funding models and these are just practical realities that funders and programmers and, sort of want to know what category you're in. To say that your film is a documentary is to make a certain kind of promise, and I take that promise seriously. I think we should if we're making nonfiction. So to get back to your question, did I feel like I was losing creative control? No, because all of my previous films have been mostly found footage and archival. So I've never been in control of the images anyway. I've always only been in control of what I do with the images that I come to. So it wasn't difficult for me to not have control in that way. For me, I'm sure it would be for someone else who's used to kind of creating images, but I don't really create images. OK. Oui, mademoiselle. This is a question for Theodore, and it's in regards to your film, The Lipsa Diaries. I'm actually curious as to how, more along the lines of process, but
How did you decide to create the script as a diary form when there was really no diary, it said at the end of the film? And really, how do you give voice to somebody who's dead? How did we decide? It was just we were just talking with Chris. Oh, he left. Yeah. So good timing. We didn't talk with him at all, actually. C'est venu tout à fait naturel. C'était ça. Je sais pas comment on a décidé. On n'a pas discuté. C'était sur la table immédiatement qu'on va créer des journaux qui n'existent pas pour rencontrer cette histoire-là. Parce qu'en fait, il avait des journaux, il avait des feuilles de description qu'il a fait, mais ce n'était pas assez. Donc, on a imité son style d'écrire sur les carnets pour créer ces films-là. Comme Werner Herzog a disait, le film documentaire, ce n'est pas question des faits, des facts. Les films documentaires, c'est question de vérité. Donc, on tient qu'on a créé un film vrai, même si ce n'est pas basé sur les vrais faits. C'est ça. Pierre, je sens que tu brûles de dire une chose. C'est simplement, au-delà de mes propres films, j'aimerais évoquer certaines expériences de travail avec des cinéastes documentaires. Oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois au cours des années, et en particulier avec Fernand Bélanger 2 fois pour L'émotion dissonante et pour Passiflora. Et en particulier, en ce qui concerne L'émotion dissonante, c'était une expérience très, très particulière et très singulière, et un peu dans le sens que tu disais, ça a commencé dès le début. C'est-à-dire que j'ai assisté dans certains cas au tournage. C'est-à-dire le tournage avait encore lieu au moment où j'ai commencé à travailler. Et l'entente qu'on a eue était très, très particulière parce que Fernand, quand il m'a proposé de travailler avec lui, il ne m'a pas demandé de dire « bon, il y a telle séquence où j'ai besoin de quelque chose, puis telle autre et telle autre ». Il m'a dit « tu interviens en gravure sur pellicule où tu veux, par-dessus mes images ». Comme une sorte de métadiscours qui renforce certains aspects, l'aspect émotionnel. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais carte blanche pour intervenir n'importe où. Lui avait carte blanche pour utiliser ou pas ce que j'avais fait. Non, je pense que finalement, il a tout utilisé. Et c'était très intéressant. Mais c'était intéressant aussi parce que Fernand était quelqu'un qui n'était pas naïf par rapport à une supposée vérité spontanée des images réelles. Il se questionnait beaucoup sur la portée, le sens des images réelles. Il faisait du cinéma documentaire en faisant beaucoup de mise en scène des situations documentaires qui tournaient, créait des situations de sorte qu'on était dans une espèce de zone indéfinie où les différences entre genres avaient plus d'importance. Où ce qui importait, c'était le résultat, le film que ça allait donner au bout du compte et dans quelle mesure il allait être pertinent et juste par rapport à la question qui était traitée, qui était la question de la drogue parmi les jeunes. Je pense que monsieur, vous vouliez faire une intervention. Oui. Allô? Oui. Bon, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la Deuxième Guerre. Et aussi, j'ai photographié le coup d'État contre Yeltsin en 1993 et j'avais beaucoup de choses très intéressantes qui étaient arrivées. Donc, pour reconstituer, parce qu'à l'époque, en 1993, les caméras étaient gigantesques. Donc, c'est juste des images photos. Donc, si je veux rajouter des choses, donc là, je me demandais, par exemple, si on prend des films, parce que ça coûte très cher d'avoir accès à des films d'époque de la Deuxième Guerre, si on prend des films comme ça et on les modifie, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Ou encore de travailler avec les jeux vidéo. Depuis des années, on peut recréer des villes puis des combats, puis on peut les enregistrer. Est-ce qu'on a le droit de se servir de ces images-là reconstituées à partir de jeux vidéo sans aller chercher une permission et de payer? Je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé avec ça. Donc, les archives de la Deuxième Guerre et aussi, sinon, de travailler avec des jeux vidéo. Est-ce qu'on a le droit de faire ça?
Ben là, ma vie de productrice me fait dire que non. Pas comme ça, spontanément, là. Non, je ne crois pas. Ça dépend de combien vous avez changé l'image. C'est toujours la question de votre directeur artistique. Ouais. Si le directeur artistique savent comment changer tous, ça peut devenir quelque chose de complètement différent qui personne ne va pas reconnaître. Donc c'est vraiment une question de changement, parce qu'en fait, une sorte de réel dans la vie. Donc c'est comme ça. Mais c'est une question de production. C'est vraiment des questions avec les avocats, d'échanger, l'échange et de voir comment ça marche. Et aussi, je voudrais juste ajouter, si vous me permettez, de mettre un commentaire sur votre question de production, votre expérience avec les gens qui sont travaillés, qui n'est pas bien marché. La chance que entre le réalisateur et l'animateur, il a une clash, il a un conflit est très élevé dans les films documentaires utilisant l'animation. La chance est autour de 80%. Et plus célèbre c'est l'animateur, plus cette chance augmente. Ça peut aller jusqu'à 100%. Donc, vous avez raison, ça doit commencer dès le début et de voir si ça marche ou pas. Parce que ça se voit dès que le début, si les deux sont capables de travailler ensemble. C'est vraiment une question. Comme d'habitude, cette mix, ça marche bien avec les étudiants qui sont toutes sortis de l'école, qui sont prêts qui sont prêts à d'apprendre, en fait. Oui. En tout cas, ton message est clair, Théo. On ne te demandera pas d'animation sur un documentaire. Je pense que c'est bien reçu ici, là, dans l'Assemblée. Pierre, avais-tu quelque chose tu voulais-tu réagir sur le point précédent? Oui, effectivement, strictement, on n'a pas le droit. Mais c'est plus compliqué que ça. J'avais eu une conversation avec une personne qui avait déjà négocié des droits pour moi sur un film précédent. Et il semble qu'il y a de plus en plus une jurisprudence sur la question du remix. Mais c'est très flou et terrain très glissant. Et en fait, j'imagine que ce qui est possible pour moi, parce que je me suis permis des fois d'utiliser des choses que je n'avais pas le droit d'utiliser, ce qui est possible pour moi comme indépendant serait sûrement pas possible pour l'ONF. En effet. Et ça dépend aussi de qui est question. C'est-à-dire que si on utilise les choses d'une personne très célèbre, il y a beaucoup plus de chances que ça ne marche pas, qu'on se fasse réclamer des droits, que si on utilise des choses relativement obscures. Ça dépend où on s'en sert. C'est-à-dire, j'ai utilisé des images de jeux vidéo dans des performances qui sont des présentations singulières et je me suis dit, le risque que ça pose problème est assez limité. Mais s'il s'agit d'un film qu'on veut vendre à la télévision, à ce moment-là, il faut absolument démontrer qu'on a les droits sur tout ce qu'on utilise. Alors là, il n'y a pas d'échappatoire. Oui, allez-y. Oui, c'est essentiel parce que le goût d'art, c'était très important pour l'IPSET. Mais c'est tout modifié, c'est changé. J'ai changé les têtes, j'ai changé la direction, donc c'est pas le même truc. Ça ressemble à Godard, mais c'est pas Godard. En fait, tout le monde me dit, ça c'est Godard d'une section qui sort d'un film de l'IPSET. À la manière de... Parce que, je sais pas, lui utilisait le même truc, c'est un cadre documentaire dans la salle d'exposition qui vient d'un film de l'IPSET. Et les gens disent c'est Godard, non c'est pas Godard, c'est l'IPSET qui l'a fait. Il a beaucoup de choses, des trucs qu'on peut utiliser en fait. Bon, Godard m'apparaît un beau mot de la fin. Donc, en conclusion, on ne veut pas faire de scission, de silo entre les genres. Et la bonne nouvelle de tout ça, c'est que c'est bien qu'on ait une audience comme cet après-midi où tout le monde est réuni. C'est formidable parce que ça n'arrive pas si souvent. Alors, je veux remercier mes invités d'avoir participé au panel. Merci. Thank you very much, Penny. Merci, Théodore. Merci, Pierre Hébert. Merci beaucoup.
Et ben voilà, merci d'avoir été présent. Bonne fin de journée.